Hey, salut! Bienvenue sur Bagarrologie, la chaîne de réflexion sur la baston. Si tu cherches un endroit où parler bagarre, t'es au bon endroit. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thibaut et je pratique la bagarre depuis une quinzaine d'années maintenant. J'apprends aux gens à se défendre et j'ai moi-même eu pas mal de fois l'occasion de me défendre dans la vraie vie, malheureusement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très à la mode. Est-ce que la self-défense, c'est du bullshido? Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à laisser un like, à m'écrire un petit commentaire, à t'abonner pour voir les prochaines vidéos, tu connais la chanson. Je sais aussi qu'il y a un système de cloche pour les notifications, mais j'avoue que je m'en suis jamais servi. Allez, générique. Est-ce que la self-défense, c'est du bullshido? Alors, c'est une vaste question. On va commencer par expliquer les termes pour les gens qui ne connaissent pas bien le sujet. Qu'est-ce que c'est que la self-défense pour commencer? La self-défense, c'est l'ensemble des disciplines qui ont pour idée d'apprendre à se défendre dans des situations d'agression réelles. On peut aussi parler d'agression dans la rue ou dans la vraie vie, c'est-à-dire en dehors du cadre sportif. En général, quand on pense à ce type de choses, on pense au Krav Maga par exemple. Mais c'est pas du tout la seule méthode qui propose des outils pour ce type de situation. On a aussi par exemple le judo ou le karaté dans les arts martiaux, en l'occurrence des arts martiaux traditionnels, qui ont pour réponse certains outils aussi pour ce type de situation. Et ensuite, dans les sports de combat, on a par exemple le MMA, la Muay Thai ou le kickboxing qui ont une très bonne réputation pour savoir se défendre dans la rue. Alors, qu'est-ce que c'est que le bullshido maintenant? Alors, je ne sais pas quand est-ce que ce terme a été inventé ou utilisé pour la première fois. Moi, ça fait 2 ans, 3 ans à peu près que je l'entends autour de moi, dans le monde du combat, on va dire. C'est un terme qui est composé de 2 autres termes, donc un terme qui est anglais, qui est bullshit, qui pourrait se traduire en français par connerie, et le terme bushido, qui là est un terme japonais, qui a pour idée de désigner le code moral des guerriers japonais. Donc en particulier des samouraïs que vous connaissez certainement. Donc quand on utilise le mot bullshido, c'est pour désigner une discipline qu'on trouve inefficace ou non adaptée. Donc pour dire que c'est de la merde. Ok, donc pour ce qui est de mon avis concernant ce sujet, pour moi tout dépend de ce que l'on appelle self-défense. Toutes les disciplines ne se valent pas, évidemment, et on se retrouve avec beaucoup de critères pour être performant dans la vraie vie, dans la rue. Je vais t'afficher ici tout ce que moi je considère là, à première vue, comme des bons outils pour savoir se défendre dans la rue. Donc là, tu vois qu'il y a un paquet de choses, et j'oublie certainement des choses. Comme tu peux voir, là j'ai tout affiché. Je ne pense pas qu'il y ait de discipline qui puisse couvrir tous ces points en même temps. Je pense honnêtement que c'est quasiment impossible. Il y en a qui s'en rapprochent, mais globalement, c'est compliqué de cocher toutes ces cases. Pense à un sport, à une discipline que tu aimes bien, et essaie de lui faire cocher les cases que tu penses correspondre dans les critères que je viens de te donner. Tu vois que c'est compliqué, il y a toujours des manquements. Quel que soit le sport que tu vas prendre, il va couvrir une partie de ce spectre, mais absolument pas tout. Et c'est normal. On est obligé de se concentrer sur une partie précise quand on fait un sport. Quand c'est un sport de combat, on va se concentrer plutôt sur la partie compétitive. Quand c'est un art martial, en général, il y a une forme d'historicité derrière, donc des techniques qui vont être des techniques ancestrales, par exemple. Et pour les méthodes de défense, on va se concentrer sur des cas précis d'agression, mais on va peut-être perdre une partie des facteurs sportifs qui pourraient nous être utiles. Donc voilà, si mes critères ne te plaisent pas, ceux que je viens d'afficher, je t'invite à mettre les tiens. Essaie d'être le plus objectif possible. Fais-toi une liste des choses que toi tu considères utiles pour se défendre dans la rue. Et essaie d'être honnête. Par exemple, si tu mets des sports comme la boxe anglaise, que tu as envie que ce soit la boxe anglaise, oublie pas que un gars qui se défend en boxe anglaise, il sait pas faire grand chose face à un couteau ou face à plein d'adversaires. Il aura un très bon jeu de jambes, il aura des bonnes frappes, mais il est très peu probable qu'il sache se défendre face à un couteau. Maintenant qu'on a fait l'exercice précédent, on peut voir qu'on peut classer les disciplines. En général, le découpage est le suivant. D'un côté, on a les sports de combat, qui sont un enjeu compétitif, avec des corps très puissants, avec un bon jeu de jambes, une bonne respiration. De l'autre côté, on va avoir les arts martiaux traditionnels en particulier,
qui eux vont avoir une bonne résistance à la douleur, un gros mindset et une historicité de certaines techniques, donc des mouvements en général très propres qui se veulent fidèles à ce qui a été créé au départ. Et de l'autre côté, on va avoir les méthodes de défense qui en général sont un peu plus récentes, comme le Krav Maga par exemple, et qui eux vont en général plus se concentrer sur l'aspect technique des défenses, mais vont en général perdre une partie du côté sportif. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des corps moins efficients, un moins bon cardio, mais vont pouvoir réagir plus simplement, en tout cas en théorie, à des situations d'agression. Et donc quand on fait ce petit exercice de dissociation des différents ensembles, on voit aussi qu'on peut faire un petit classement de quel sport, quelle discipline va le plus cocher de cases pour la défense personnelle. C'est pas faire un classement soit très utile parce qu'il y a des sports très spécifiques qui vont être très performants pour certaines choses, mais pour la défense personnelle, si on veut pouvoir cocher toutes ces cases-là, s'entraîner sur tout, on voit qu'il y a des sports qui cochent plus de cases que d'autres. Donc on voit bien que quand on dit self-défense égale bullshido, en fait on dit pas grand-chose. La self-défense c'est très large. Est-ce qu'on va dire que les outils que propose, je sais pas, le karaté sont du bullshido? Bah ça dépend quel karaté déjà. Ça dépend aussi de quelle est l'approche du professeur. Ça c'est mon deuxième point. Si c'est une affaire de discipline, et je pense que c'est le cas, c'est une affaire de discipline, c'est aussi vrai que c'est une affaire de professeur, de club, de dojo. Chaque professeur va s'approprier sa discipline différemment. Certaines personnes vont vouloir faire plus de compétitif pour leurs arts martiaux et donc les transférer dans les sports de combat. Le karaté, par exemple, a sa propre ramification. Il y a des concours de karaté qui, en fonction du karaté qui va être fait, ne va pas représenter la même compétition. Le karaté combat, le karaté Shotokan, quand il est fait en compétition, ne vont pas du tout avoir le même objet. Dernièrement, le Kudo, pour ce qui est du karaté, donc il y a une nouvelle branche, et dans un truc qui ressemble beaucoup plus au MMA. D'accord? Donc, il faut vraiment comparer ce qui est comparable, et la self-défense ne fait que donner certains critères au fait de savoir se défendre. Alors je te vois venir, je sais que tu penses à certaines disciplines et que ça te fait rire, et je te comprends, moi aussi, certaines disciplines me font beaucoup rire. On abordera ça dans les prochaines vidéos, je peux pas tout mettre dans cette vidéo-là, donc abonne-toi. Ok, alors le vrai bullshido, ça n'existe pas? Aussi. Le fait de pouvoir donner des fausses techniques de self-défense par rapport à un contexte donné, c'est en fait très simple. Justement, on n'a pas besoin de preuves, c'est tout l'intérêt. C'est très difficile de reproduire des techniques de self-défense de la vraie vie. Personne n'a envie d'agresser ses camarades en entraînement à fond la caisse avec un vrai couteau. Donc ce stress-là qu'on va avoir en entraînement, il est très inférieur à celui qu'on aura dans la vraie vie. Donc c'est évidemment le meilleur nid possible pour faire des techniques complètement fumeuses et faire en sorte que ça ait l'air impressionnant. Parce qu'il n'y a pas de preuve, justement. Si là je prends, je sais pas, un couteau en caoutchouc, là, et que je menace quelqu'un et que j'attends comme ça de me faire casser la figure, évidemment que ça ne va pas marcher dans la vraie vie. Pour autant, le gars en face de moi qui monte la technique, bah, il peut faire ce qu'il veut. Il peut me taper pendant un quart d'heure, se boire un café, sortir son propre couteau, et que sais-je. Parce qu'en fait, fondamentalement, ce n'est pas un vrai couteau et je ne l'attaque pas dans l'idée de le tuer. Donc comment est-ce qu'on reconnaît du vrai bullshido? Alors ça demande un petit peu d'entraînement, mais il y a quand même quelques indices qui manquent pas. Hein. On va devenir des grands maîtres bullshido 9e dan, là, hein. Donc suis bien. Premier indice, il faut un grand bagage technique. Il faut que ta discipline paraisse complexe. Il faut que tu paraisses être un grand maître. Donc il faut t'appuyer sur un savoir théorique qui est très important, très large. Et surtout, tu fais des explications très lentes, comme si tu étais quelqu'un de très sage, d'accord, et que tu savais ce que tu racontais. Un truc que j'ai pas mal observé, tu vas avoir des techniques par exemple comme cette clé de poignet. Alors, je sais pas si tu as déjà vu, je crois que c'est de l'aïkido d'ailleurs, on en revient à l'aïkido, d'aller ici là pour neutraliser la personne. Alors c'est une clé de poignet qui pourrait fonctionner dans certains contextes, mais en général, quand tu es dans un club bullshido, la technique elle va être montrée avec un quart d'heure d'explication sur comment positionner la main par rapport à l'avant-bras et comment tu vas avoir exactement la bonne torsion pour pouvoir arriver à neutraliser ton adversaire. Et à la fin, le grand maître, il accélère légèrement, hop, la personne en face, elle crie parce qu'elle a mal, et du coup, hop, on a l'impression que ça marche. Sauf que, évidemment, c'est basé sur le principe que la personne en face d'elle, elle contracte rien du tout. Hein. Elle laisse ton poignet embuté, l'autre, elle envoie
le poignet dans le bon sens et la personne, elle tombe instantanément. Évidemment, si elle se faisait vraiment agresser, elle n'aurait pas le temps de passer cette clé-là avec les deux mains sur une seule et que ça marche comme par magie. Si toi, tu veux devenir un grand maître Bushido, c'est exactement ce que tu dois faire. L'effet waouh, n'oublie pas l'effet waouh. Deuxième indice. Alors, là, on va rentrer dans le fait d'éviter certaines questions. Quand on te pose la question de la défense personnelle, en général, on s'attend à une réponse claire et précise. C'est compliqué de répondre à ce genre de questions, même lorsqu'on a une vraie idée de quoi faire. Donc là, on va pas s'embêter avec ça, vu qu'on est des grands maîtres Bushido, on va complètement contourner ce genre de questions. Je te donne un exemple. On reprend notre exemple du couteau. La personne va dire « Ok, mais si je suis dans la rue et que le gars en face, il a un couteau, comment est-ce que je fais ?» Eh bien, tu ne rentres absolument pas dans la réponse de la question. Tu vas parler d'une technique qui tue. D'accord? Alors, la technique qui tue, je te donne un exemple. Ça peut être une grande claque dans la gorge qui endort instantanément. Ça peut être le coup de genou, le coup dans le genou, pardon, avec un coup de pied pour casser le genou. Ça peut être un coup de pied génital qui neutralise instantanément. Je sais pas, un coup de poing dans le plexus qui empêche de respirer, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que tu n'aies pas à la montrer. Parce qu'elle est trop dangereuse, la technique qui tue. Tu vas pas éborgner quelqu'un ou lui casser les genoux, c'est pas souhaitable. Comme ça, tu t'enlèves le côté preuve, d'accord? Parce que en théorie, toi, tu as un outil magique qui fait que t'as pas besoin d'entrer dans ce débat. Le gars, il sort son couteau, tu lui mets une claque dans le cou, ça l'endort, et hop, t'as plus besoin de quoi que ce soit. Là, on comprend bien le sujet. Hein. Moi, j'ai beaucoup vu ça, malheureusement. Souvent, les coups de pied dans les rotules, par exemple, on a l'impression que c'est un coup de pied magique qui va casser le genou instantanément. C'est rarement aussi simple. Si c'était aussi simple, tout le monde ferait ça depuis la nuit des temps. On taperait dans le genou, on aurait pu le sujet de la défense personnelle et ce serait mieux pour tout le monde. Comme ça, on saurait quoi faire. S'il y a eu autant de disciplines différentes sur ce sujet-là, c'est justement que c'est rarement aussi simple. Idem pour les coups de pied aux parties génitales, idem pour les doigts dans les yeux et que sais-je, d'accord? Il n'y a pas de technique qui tue. Il n'y a que des points fragiles, mais il n'y a pas de technique qui réussit à 100%. Ça n'existe pas. Ok, troisième indice que je vais formuler plutôt comme un conseil. Tu fais de ton club, de ton dojo, une pyramide. Alors là, on va rentrer dans exactement les mêmes principes que pour faire une secte, et à raison, parce que beaucoup de clubs de Bushido sont en général dans des grosses dérives sectaires. Hein. Donc tu fais une jolie pyramide, toi tu te mets tout en haut en tant que grand gourou, grand chef, et tu prends des lieutenants, des élus. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour que eux ils donnent du crédit à ta discipline. Quelqu'un qui est le seul à parler de son truc, ça paraît un peu louche. Par contre, si tu as une dizaine d'élèves qui prêchent la bonne parole à ta place, c'est beaucoup plus simple. Toi, il faut que tu aies l'air sage. Hein. On se rappelle, le bagage technique, il ne faut pas que tu parles beaucoup. Et quand tu t'exprimes, il faut que ça ait l'air imposant. Donc, pour avoir du charisme, il ne faut pas trop parler non plus. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est que dès que tu vas utiliser des techniques, des démonstrations techniques, tu vas ne prendre que tes élus pour les faire. Comme ça, tu es sûr que ça marche. Parce que si jamais tu prends quelqu'un d'extérieur au club, si la personne, elle contracte un peu trop son poignet, ta clé ne va pas passer. Donc, pour que tu sois sûr que ça marche, tu prends que les élus. Non, allez, sans rire maintenant. De manière générale, se fier à des croyances plutôt qu'à de l'expérience, c'est pas une bonne idée. Surtout quand il s'agit d'une discipline qui est censée t'aider à sauver ta vie. Tu préfères monter en escalade avec une corde qui a déjà fait ses preuves, qui n'est pas parfaite, dont tu connais les limites, ou tu préfères monter avec une corde qui est faite par un gars dans sa chambre dont le matériau révolutionnaire devrait t'aider à monter plus vite grâce à l'énergie quantique de la corde. Là, ça paraît évident. Mais en général, pour arriver à déceler du bullshido, c'est la même chose que pour arriver à déceler n'importe quel charlatanisme. Il faut élever son esprit critique. Mais il est souvent plus simple et moins énergivore de tout mettre dans la même boîte sans se poser de questions. Ça a quelque chose de rassurant en fait, mais la réalité est rarement rassurante. Donc comme ça, on prend tous les sujets de la self-défense et on se dit que tout ça, ça ne marche pas. Ou que tout ça, ça marche. C'est la même erreur en fait, fondamentalement. Donc self-défense égale bullshido? Non. Mais est-ce que self-défense égale bullshido dans certains cas? Oui. Donc la réponse n'est pas simple. Je sais que c'est pas la réponse que beaucoup de gens attendent. Mais pour autant, dans certains cas, c'est très vrai. Dans d'autres cas, c'est très faux. Et pour ça, il faut se poser des questions, aller les confronter au sens réel du terme. En réalité,
ce serait bête de ma part de dire telle discipline c'est du bullshido, telle discipline ça n'en est pas. Il y a des disciplines, comme on l'a vu, qui cochent moins de cases que d'autres, qui sont beaucoup plus spécifiques que ce qu'il faudrait pour pouvoir se défendre dans un ensemble de contextes différents en termes d'agression. Il y en a d'autres qui vont être des très bonnes disciplines, qui vont pouvoir cocher plein de cases, mais qui sont mal enseignées par des professeurs qui sont mal formés. Donc une bonne discipline enseignée par quelqu'un de mauvais ne va pas donner quelque chose de bon. Ensuite, il y a des disciplines un peu moins bonnes, mais qui vont être enseignées par d'excellents professeurs. Est-ce que du coup, il vaut mieux pas privilégier ça? Moi, je vous dirais que oui. Il vaut mieux privilégier des disciplines un peu moins bonnes faites par de bons profs. Pour moi, c'est plus complexe que ça. C'est un peu du cas par cas. Allez essayer les disciplines proches de chez vous, d'accord? Il vaudra mieux de toute façon faire quelque chose que de ne rien faire sous couvert que je ne peux pas me défendre dans la vraie vie, ce n'est pas possible. Évidemment que si. Pour autant, pour pouvoir arriver à se défendre dans la vraie vie, il faut avoir beaucoup de facteurs différents. Et ces beaucoup de facteurs différents-là, ils sont rarement faits par une seule discipline et en général, ils sont beaucoup plus dépendants des profs et de la vision qu'ils ont plutôt que de la discipline en elle-même. Donc l'idée, c'est d'avoir les deux. Si vous avez une bonne discipline faite par un bon prof, là, on peut parler de quelque chose de performant et qui s'éloignera donc beaucoup plus du bullshido. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La chose qui permet de se défendre efficacement dans la rue, c'est la même chose qui vous permet de ne pas être un idiot. Ou un gros con. L'esprit critique, donc. Il faut rester curieux, il faut croiser ses sources, donc croiser les disciplines, croiser les professeurs, confronter la théorie avec de la pratique autant que possible. Et évidemment, il faut se poser des questions, se remettre en question ce que l'on voit. Voilà les conseils que je peux vous donner pour savoir se défendre efficacement et pour ne pas être un idiot du coup.